Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture qui sera le dernier de l'année. Du coup ce sont des livres que j'ai lus mi-novembre, je dirais que j'ai terminé entre le 20 et le 23 novembre. Voilà, du coup tous les livres que je lirai après, que j'aurai lus après, je sais pas trop à quel temps conjuguer cette phrase. Je vous en parlerai en 2023 seulement. Bref, comme d'habitude, on a 4 livres et comme je les ai lus, enfin le premier, je l'ai lu même fin octobre, début novembre. Donc on va encore un petit peu parler d'Halloween. Oui, bah je suis à la ramasse, c'est Noël bientôt et moi je parle d'Halloween. Que voulez-vous? C'est comme ça. Bref, on y va. Le premier, donc, Halloween, comme je le disais, c'est Fils de sorcière de Pierre Bottero. Et j'ai été très déçue par ce livre, vraiment. En fait, j'ai pas réussi à comprendre ce que l'auteur voulait faire. Et je l'ai abandonné. Je sais pas si j'ai laissé mon marque-page. Oui, j'ai lu 59 pages. Il en fait un peu plus de 100, je dirais. Attendez, je cherche. Beaucoup plus de 100 quand même. Il en fait 183. Mais vraiment, j'ai pas compris le choix de l'auteur. J'ai pas compris où il voulait aller. J'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Ça m'a vraiment fait une sensation bizarre de lire ce bouquin. Je l'ai lu il y a un moment. Du coup, j'ai fait un post-it. Je vais peut-être relire mon post-it. En gros, on suit Jean, qui est un petit garçon et qui est issu d'une famille de sorcières. Mais dans sa famille, il n'y a que les femmes qui ont le pouvoir des sorcières. Il n'y a pas de sorciers, il n'y a que des sorcières. Donc lui, c'est un petit garçon et donc il n'a pas les pouvoirs des sorcières. Et il se trouve qu'au début, il y a un petit souci dans sa famille. Sa mère a 4 ou 5 sœurs, je sais plus, elles sont plusieurs sœurs comme ça. Et il se passe des trucs bizarres avec ses sœurs, enfin avec ses tantes à lui du coup. Il leur arrive des choses étranges, elles disparaissent, elles sont pas là, elles répondent plus, on sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, ce qui fait que j'ai pas compris l'objectif de Pierre Bottero, du coup, c'est que tout est raconté du point de vue de Jean, le petit garçon, et donc tout est dédramatisé. Parce que ça arrive, parce que c'est raconté de son point de vue à lui, avec sa vision à lui, avec vraiment ce que lui voit, ce que lui pense et ce que lui déduit. Et du coup, ça correspond pas du tout à la réalité. On a d'un côté des choses terribles qui arrivent à ses tantes, vraiment terribles. Toi, en tant qu'adulte, tu le vois. Mais lui, il te le raconte avec un ton enfantin, un ton très léger, qui est complètement en décalé avec la gravité des événements qu'il est en train de raconter, en fait. Et du coup, j'avais l'impression que l'auteur voulait raconter vraiment une histoire sombre, une histoire terrible, mais comme c'était pour enfants, bah du coup, il dédramatisait tout. Ce qui gâche tout, en fait. Si tu veux faire une histoire terrible, vas-y à fond. Rick Yancey l'a fait avec le Monstrologue. Le Monstrologue est un livre pour enfants et c'est un livre absolument terrifiant, quoi. Vas-y à fond, même si c'est pour enfants. Nous fais pas un espèce de semblant. En gros, j'ai l'impression que c'est un livre d'horreur, mais raconté du point de vue d'un enfant et donc sans horreur, tu vois. Et vraiment, je trouve le résultat raté. Je suis désolée, mais ça n'a aucun sens pour moi de raconter cette histoire comme ça. Et au bout d'un moment, ce décalage entre les événements et la manière dont ils sont racontés m'a posé problème. Et du coup, j'ai arrêté de le lire. Ensuite, et c'était aussi une de mes lectures de Halloween, j'ai lu Les Sentinelles, le tome 1, Forgé dans le sang, de Alexandra Ivy. C'est marqué sur la couverture, c'est l'autrice des Gardiens de l'Éternité. J'ai adoré les Gardiens de l'Éternité. D'ailleurs, Viper est dans mon top des personnages masculins préférés de toute ma vie. J'adore Alexandra Ivy. J'adore Alexandra Ivy. J'ai lu que les Gardiens de l'Éternité et les Dragons de l'Éternité, qui est une espèce de saga spin-off de la première, donc de l'autrice. Mais j'ai tellement aimé cette saga que j'avais vraiment envie de lire autre chose d'elle. Et en même temps, j'avais cette petite peur. Vous savez, quand vous avez lu un livre ou une saga d'une autrice ou d'un auteur que vous avez adoré, vous voulez lire autre chose parce que vous voulez savoir ce que ça donne, vous voulez trouver autre chose que vous aimez de l'auteur ou de l'autrice. Mais en même temps, vous avez peur que ça soit pas à la hauteur de vos attentes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que oui. Bref, et du coup j'ai enfin tenté Les Sentinelles. Et j'ai adoré. Alors évidemment, c'est pas aussi bien que les Gardiens de l'Éternité, mais là je suis en train de comparer un tome 1 aux 12 tomes des Gardiens de l'Éternité. Et le premier tome des Gardiens de l'Éternité, je l'ai pas surkiffé non plus, puisque mon préféré c'est le tome 2, avec Viper donc. Mais vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé l'univers génial, c'est trop cool, vraiment c'est trop cool. Pour ceux qui ont lu les Gardiens de l'Éternité, ici on a moins de scènes de sexe, on est moins dans de la bitlit, pardon, dans le sens où il y a un univers avec des vampires, avec de la magie, avec tout ça, mais il y a moins de scènes de sexe que dans Les Gardiens de l'Éternité. Et il n'y a pas toute cette,
cette connexion et toute cette magie liée aux sentiments qu'il y a dans les Gardiens de l'Éternité. C'est pas le cas ici. Bref, ici en gros, on a une ville, il me semble qu'on est au Texas ou dans un état du sud, un truc comme ça, aux États-Unis. Donc on a voilà, la ville américaine, c'est une assez grosse ville américaine, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une assez, peut-être Austin. Austin au Texas, oh je sais pas, déjà j'ai du mal avec la géographie de la France et de l'Europe, alors hein, là j'en sais rien. En gros on est dans une ville assez grosse, assez connue des États-Unis, je ne sais plus laquelle, et juste à côté il y a ce qu'on appelle Valhalla, qui est une espèce de mini-ville de créatures surnaturelles avec un dôme qui les protège, et les créatures surnaturelles vivent là-dedans. Quand je dis créatures surnaturelles, il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de loups-garous, tout est lié autour de la magie. Vraiment, en gros, c'est tous des magiciens, tous un peu des sorciers. Pas des sorcières. Bref. Qui ont tous des magies et des pouvoirs différents, mais il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de loups-garous, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a même pas de... Peut-être qu'il y a des notions de fées, plus de fées que de vampires, tout ça, vous voyez. Bref, et en gros, on suit Kali, d'un côté, donc qui est une... comment ça s'appelle ? Peut-être je l'ai écrit sur mon post-it. Une évoluée, voilà, c'est le mot gentil pour dire qu'elle a des pouvoirs, qui est une évoluée qui peut en gros communiquer, enfin qui peut en gros voir les derniers instants d'une personne qui est morte. Voilà, et donc elle travaille en collaboration avec la police de la ville américaine juste à côté. Elle va sur les scènes de crime juste après la découverte du corps et elle rentre en connexion avec l'âme de la personne pour voir ces derniers instants et voir si on peut pas voir ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé, comment cette personne est morte, peut-être même qui l'a tué, enfin, voilà. Et de l'autre côté, on suit donc Duncan, le flic, qui mène les enquêtes, et il se trouve qu'ils ont déjà collaboré sur plusieurs enquêtes, et là, l'enquête sur laquelle ils vont enquêter, c'est une enquête très particulière, parce que, a priori, la personne qui tue est un évolué. Là où normalement c'est des humains normaux, tu vois. Mais là c'est un évolué et donc Duncan va vraiment avoir besoin de Kali et de la reine des évolués pour l'aider dans son enquête parce que du coup il y connaît rien à tout ça. Et on les suit dans cette enquête là. Et je trouve que l'équilibre entre l'enquête et l'histoire, évidemment, qui n'est pas précisé, mais évidemment il va y avoir une histoire entre Kali et Duncan, sinon c'est pas drôle. L'équilibre est vraiment très cool. C'est plus équilibré que dans Les Gardiens de l'Éternité. Dans Les Gardiens de l'Éternité, c'est vraiment l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux qui prend le plus de place. Ici, c'est pas le cas. Ici, l'enquête a quand même vraiment beaucoup de place. On est vraiment... Enfin, on n'est pas dans un thriller, faut pas déconner non plus, tu vois, mais on est vraiment dans l'enquête, on est vraiment dans la recherche de comprendre ce qui se passe, de comprendre c'est qui cette espèce de malade qui fait ressusciter les morts, parce que oui, on est dans la nécromancie, je vais pas préciser, mais c'est quand même, voilà. Et de l'autre côté, du coup, on a Duncan et Kali. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. J'ai pas encore acheté la suite, mais parce que je pense que je vais les trouver d'occasion, donc du coup il faudrait que je me les commande d'occasion. Je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga, mais franchement j'ai adoré. Vraiment j'ai trouvé ça absolument génial. Je peux pas vous dire si c'est mieux ou moins bien que Les Gardiens de l'Éternité, parce que comme je l'ai dit, ici j'ai lu qu'un tome, et Les Gardiens j'ai lu les 12 tomes, donc c'est pas très équilibré et tout ça. Mais franchement j'ai adoré, et je pense même que si vous n'avez pas aimé Les Gardiens de l'Éternité, vous pourrez quand même aimer cette saga. Voilà. Normalement, je vous présente les livres vraiment dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Mais là, j'ai décidé d'inverser les deux derniers, parce que c'est le dernier update de l'année, et parce que j'ai envie de vraiment finir par une bonne lecture. Et si je les présente dans l'ordre dans lequel je les ai lus, je vais finir par un abandon. Et j'ai pas envie. Du coup, j'ai inversé les deux derniers. Mais j'ai tenté Everless, le tome 1, de Sarah Holland, et il a été victime de ce que j'appelle la malédiction du tome 1 des sagas Young Adult avec moi. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je m'ennuie, vraiment je m'ennuie, j'en ai marre des autrices qui mettent des plombes et des plombes et des plombes à mettre leur univers en place. Vraiment, elles te rabâchent la même chose encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, j'ai envie de rentrer dans le bouquin, de dire au personnage, vas-y bouge ton cul parce que c'est bon, j'ai compris, je suis pas débile en fait. Ça fait 14 fois que tu me répètes la même chose en 50 pages, je suis pas débile. C'est bon, j'ai compris, tu vois. Et j'ai envie aussi d'aller voir l'autrice et de lui dire, putain mais c'est bon, vraiment ça me saoule, ça me gave, j'en ai marre. Donc j'ai lu 71 pages, et en 71 pages, il se passe rien. Je suis désolée mais ça me gonfle, voilà. En gros, on suit... Ouais, je suis un peu énervée, c'est pour ça que j'ai pas fini par ce livre-là, vous voyez. En gros, on suit Julie,
On est dans un monde où tu payes tout en temps, un peu comme dans le film avec, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, on l'écrira par là. Tu payes tout en temps, et le temps que tu as vient de ton sang. Donc vraiment tu payes ton loyer avec ton sang, tu payes ta nourriture avec ton sang, tu payes tout avec ton sang. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de prendre du sang, bah, tu perds le temps qu'il y a dans le sang. Et donc du coup tu réduis ta vie et bah, du coup tu finis par mourir. Hein, voilà, en gros on suit ça. Et en gros on suit donc Julie et son père qui vivent dans une petite ferme à l'écart d'un petit village. Ils sont venus se planquer parce qu'ils ont fui le royaume d'Everless il y a quelques années. Alors ça, on te le rabâche bien, hein. Ça j'ai bien compris, ils ont fui, ils ont dû partir, c'était pas de leur faute, ils ont fui, ils ont dû partir, à Everless ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont... C'est bon, ça franchement vraiment, ça on te martèle le crâne avec ça, ça va c'est bon, j'ai compris. Et donc voilà, en gros il se planque là, et bah du coup son père est vieillissant, il arrête pas de... En fait, en gros il vend son sang pour récupérer le temps qu'il y a dans son sang et payer les choses, principalement son loyer, avec ce sang. Et du coup, au bout d'un moment, elle a peur qu'il finisse par perdre tout son temps, littéralement, et mourir comme ça. Donc elle décide, un petit peu sur un coup de tête, un petit peu contre sa volonté, genre vraiment tu comprends pas trop sa décision, ça sort un petit peu de nulle part, elle décide de se faire engager comme servante à Everless, le royaume qu'elle a quitté il y a des années, qu'elle a fui il y a des années, parce que là-bas ils te payent, en gros si tu travailles un mois de temps là-bas, tu es payé un an en temps. C'est hyper intéressant, tu vois. Du coup, elle va là-bas. Et franchement, alors déjà, avant qu'elle atteigne Everless, j'étais un peu en mode, bon, c'est un peu long là. C'est-à-dire, ça fait 15 fois que tu me répètes la même chose, j'ai bien compris, c'est bon. En fait, que tu prennes un petit peu de temps au début pour poser le contexte, poser les bases, poser l'univers, ça me dérange pas. Mais quand on commence à me répéter les mêmes choses encore et encore et encore, histoire d'être sûr que j'ai bien compris, ça me gonfle. J'ai l'impression qu'on me prend pour une débile, alors que je suis pas débile, ça va, c'est bon, j'ai compris, tu vois. Donc déjà, avant qu'elle atteigne Everless, j'étais en mode, bon, ça dirait que ça bouge là, parce que je commence à être un peu sur les nerfs, tu vois. Et bon, je me suis dit, peut-être que l'autrice va faire démarrer son truc réellement une fois qu'elle aura atteint Everless, tu vois, qu'il va se passer des choses, que ça va bouger. Et pas du tout. Elle atteint Everless, elle rencontre les gens. Oh, peut-être ils vont la reconnaître. Ah mais non, ils la reconnaissent pas, ça fait 10 ans. Elle rencontre des gens, et puis elle se balade. Oh, peut-être ils vont la reconnaître. Ah mais non, ça fait 10 ans, ils vont pas la reconnaître. Et puis elle se déplace, et puis... Et il y a des pages entières qui servent à rien, je vous jure. Il y a des pages entières que j'ai lues, et arrivé en bas de la page, je me suis dit, bah putain, si je l'avais pas lu celle-là, ça serait la même, tu vois. Genre là, un des derniers trucs que j'ai lu, c'est elle se balade dans le château, enfin dans le royaume d'Everless, tu vois, et elle croise un petit garçon qui doit amener un plateau avec de la nourriture dessus à une personne assez haut placée, tu vois. Sauf qu'il se trouve qu'il a peur d'y aller parce que cette personne-là est habituée à être servie par toujours la même servante et cette servante-là n'est pas disponible, elle est en train d'accoucher. Voilà, à un moment donné, enfin je veux dire c'est comme ça, tu vois. Donc le petit garçon a peur d'y aller. Et donc, j'ai la flemme de vous chercher le truc. Mais en gros, le petit garçon lui dit ça. J'ai peur d'y aller parce qu'elle est habituée à la même servante, mais la servante elle n'est pas disponible, elle est en train d'accoucher. Du coup, on m'a dit d'y aller. Et là, entre cette phrase-là et la réponse de comment elle s'appelle, j'ai dit Julie, t'as une page entière dans la tête de Julie, et blablabla, et patati et patata. Et en bas de la page seulement, elle lui répond tu veux que je t'aide si tu veux, on inverse. Pourquoi on a toutes ces réflexions dans sa tête, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien, ça m'a gonflé, je vous jure, ça m'a gonflé. Alors en plus, j'étais déjà particulièrement agacée parce que ça fait 60 pages qu'il se passe rien. Ça m'a gonflé, je vous jure, ça m'a gonflé. J'en ai marre de ces sagas young adultes qui mettent des plombes à démarrer. Et d'ailleurs, à chaque fois que je tente une saga young adulte comme ça me donne un peu plus peur de relire un jour Hunger Games parce que j'ai envie de relire un jour Hunger Games. Mais je me dis, si Hunger Games met autant de temps à démarrer que toutes ces sagas young adultes, je vais péter les plombs en fait. J'adore Hunger Games. J'espère que ça met pas autant de temps à démarrer parce que franchement là, ça m'a gonflé. Voilà, du coup, j'ai pas pu. Le livre qui me reste à vous montrer, si vous suivez mes vlogs, vous savez lequel c'est. Et je trouve ça très cool de, entre guillemets, finir l'année, sur la chaîne YouTube en tout cas, avec celui-là, puisque c'est Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé de J.K. Rowling. J'allais dire Susan Collins, du coup pas du tout, c'est J.K. Rowling. Je l'avais dit avant même de commencer à relire la saga, et je l'ai répété plusieurs fois en vlog, ce livre, ce tome, est mon tome préféré
de toute la saga. Peut-être que ça changera parce que là actuellement je suis en train de relire le dernier tome, donc Harry Potter et les reliques de la mort. Mais pour l'instant c'est toujours le cas, il est toujours mon tome préféré. Pour plusieurs raisons. Je vais pas vous faire l'affront de résumer Harry Potter et le prince de sang mêlé. Enfin, je suis toujours la même chose. Hein. Je suppose que soit vous connaissez l'histoire, soit c'est pas le cas, mais c'est parce que vous voulez pas le lire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça fait plus de 15 ans que c'est sorti, même 20 ans. On a fait les 20 ans d'Harry Potter. Donc si vous avez pas lu, c'est que vous voulez pas le lire et j'y pourrais rien. Donc bref, voilà. Il y a plusieurs raisons qui font que c'est mon tome préféré. La première, c'est déjà la différence de rythme qu'il y a entre celui-là et les 2, voire 3 précédents. Ici on retrouve le même genre de rythme qu'on a dans les tomes 1 et 2, c'est-à-dire un rythme soutenu, un rythme, enfin, comment dire, les événements s'enchaînent, ça se passe assez presque naturellement, c'est fluide, ça se passe bien, ça se passe bien, enfin non, il se passe des dingueries, il y a des morts, il y a des trucs dramatiques qui se passent, mais il n'y a pas de passage entier, il n'y a pas de chapitre entier qui servent à rien. Il n'y a pas de chapitre entier où l'autrice prend son temps, met en place les choses, et pendant ce temps-là, tu te fais chier. Parce que dans la fin du tome 3, c'est le cas. Le tome 4 est un peu long. Le tome 5 est un enfer à lire. Je suis désolée, mais je persiste ici. Je ne comprends pas comment le tome 5 peut être le tome préféré d'autant de monde. Vraiment, je ne comprends pas. C'est lent, c'est mou dans ce tome 5. Et dans ce tome 6, c'est pas le cas. Vraiment. Donc déjà, cette différence de rythme, c'est comme une espèce de... C'est comme une bouffée d'air après le tome 5, tu vois. Vraiment, c'est hyper agréable à lire. Moi, j'ai adoré. Et aussi, je l'ai dit en vlog, ça, mais je vais le répéter ici. Du coup, moi, la première fois que j'ai lu ce tome 6, je connaissais la fin de l'histoire. Parce que pour rappel, j'ai vu d'abord tous les films Harry Potter. Le dernier étant sorti en juillet 2011, si je dis pas de conneries. Et après ça, j'ai commencé à lire les tomes de la saga. Donc une fois que j'avais vu les 8 films, j'ai commencé à lire les livres. Donc quand je suis arrivée à lire ce tome 6, je connaissais la fin de l'histoire. Je connaissais toutes les révélations du tome 7. Alors, peut-être pas 100% toutes les révélations parce que j'ai pas encore fini ma relecture du tome 7. Donc peut-être qu'il manque des trucs dans les films qui sont dans le livre. Là, à l'heure actuelle, je peux pas vous dire. Mais en gros, je connaissais le final de la saga avant de lire ce tome 6. Et je trouve que tu ne lis pas et tu ne comprends pas ce tome 6 de la même manière quand tu connais la fin et quand tu connais pas la fin. C'est-à-dire que si tu as lu ce tome 6 sans avoir vu les films 7 et 8 et sans avoir lu le tome 7, tu comprends pas les choses de la même manière que si tu le lis en ayant lu le tome 7 ou vu les films 7 et 8. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, je viens de m'étouffer, on a été interrompu. Du coup, je disais notamment toute cette histoire avec Rogue. Tu lis pas les scènes avec Rogue, tu lis pas ce que Rogue fait et ce que Rogue décide et même ce que Rogue dit. Et même, moi j'ai particulièrement fait attention au choix des mots de l'autrice dans ce tome 6, notamment sur la scène avec Rogue et Dumbledore. Évidemment, tu le lis pas de la même manière si tu connais la fin que si tu connais pas la fin. Et pareil, tu lis pas le début du tome 7 de la même manière quand tu connais la fin. Et je trouve que c'est un genre d'écriture très particulier qui fait que si tu connais pas la fin, tu crois à fond que Rogue est un connard, mais genre vraiment, t'as quasiment aucun indice, voire même aucun, qui te laisse sous-entendre que c'est pas le cas. Et quand tu lis le bouquin en connaissant la fin, ça te paraît tellement évident en fait. L'attitude de Rogue te paraît tellement naturelle, c'est tellement évident en fait. Et je trouve ça dingue en fait. Et ça pour moi c'est le cas uniquement dans le tome 6. Un peu dans le début du tome 7 mais principalement dans le tome 6. Et c'est pour ça que j'adore le tome 6. Vraiment. Et au-delà de ça, le tome 6 met en place réellement tout ce qui va se passer dans le tome 7. C'est là que tu as toutes les révélations sur la vie de Voldemort, l'enfance de Voldemort, comment il est devenu Voldemort, comment il est devenu qui il est, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a tué les parents de Harry, les Horcruxes et tout ça. C'est vraiment dans ce tome 6 que tout se met en place. Et pour moi, c'est absolument pas dans le tome 5. Alors oui, évidemment, on a des révélations dans le tome 5, mais tout ce qui est les souvenirs de l'enfance de Voldemort, l'adolescence et comment il va petit à petit plonger dans la magie noire et dans le néant, tout ça tu l'as dans le tome 6 et c'est ça qui rend pour moi ce tome 6 passionnant, vraiment. Donc après ma relecture, ça reste mon tome préféré et je pense que vous comprenez aussi maintenant pourquoi j'ai préféré finir cette lecture avec ce bouquin là et pas avec Everless. Du coup je vous parlerai du tome 7 que moi je prévois de terminer avant la fin de l'année, seulement en janvier.
même en février, je sais pas trop comment je vais m'organiser sur les vidéos du début de l'année, mais voilà. Du coup je me suis un petit peu laissée emporter et cette belle lecture est plus long que je n'aurais aimé, mais c'est comme ça arrive de temps en temps. J'espère qu'il vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.